Eh, tu savais pour Parasite ? Déjà, à la demande de Bong Joon-ho en personne, pas à moi personnellement, hein, vous vous en doutez, je vous demande du plus profond de mon cœur d'aller voir le film avant de regarder cette vidéo. Lui-même le dit dans plusieurs interviews, à partir du moment où l'on mentionne des éléments de l'intrigue pour parler du film, à savoir ce que je vais faire car il y a des anecdotes à raconter, ça gâche juste le travail entier fait dessus. Et j'ai pas envie de vexer monsieur Bong Joon-ho. Loin de là, je l'apprécie beaucoup. Donc allez voir le film s'il vous plaît. Donc déjà à l'origine, Parasite devait s'appeler Décalcomania. Décalcomanie en français. Si vous voyez pas le concept, l'idée c'est de peindre un motif sur un bout de papier, de le plier et d'avoir sa symétrie en face. Si on le regarde de plus loin, les deux côtés sont identiques. Mais quand on se rapproche, on voit quelques petites différences. Exactement à l'image de la famille Kim et Park. Elles se ressemblent beaucoup, plus qu'on ne le croit, mais elles restent différentes. Mais vraiment à la toute base, Parasite ne devait même pas être un film. En fait, Bong Joon-ho avait commencé à réfléchir à la mise en scène de Parasite comme pour une pièce de théâtre. Mais il a fini par en écrire un scénario et à vouloir en faire un film. Mais dites-vous que même chronologiquement, l'histoire remonte à encore plus loin que ça. Quand Bong Joon-ho était étudiant, il était tuteur pour une riche famille coréenne. Et il a eu plusieurs fois l'impression d'espionner la famille pour laquelle il travaillait. C'est en partie de là que lui est venue l'idée du sujet. C'est aussi à cette période-là de sa vie qu'il a fait appel pour l'idée de la pêche. Quand il était jeune et fringant, il est parti en voyage avec ses potes de fac, dont un qui disait avoir une allergie aux pêches. Bong a pensé que c'était une blague parce que... Pardon, mais c'est vrai que ça semble peu crédible comme allergie. Mais quand l'un d'entre eux a jeté une pêche sur lui, il a direct fait une crise. Le voyage sympa, yeah. Il a pas directement intégré cette anecdote au scénario, mais il note l'idée de l'histoire début 2013. Il commence à en parler pendant la post-production de Snowpiercer, et notamment à son comédien préf de préf Song Kang-ho. Pour lui pitcher le projet, il lui décrit la première séquence où on voit la famille à table et l'ivrogne pisser dehors. Ça lui donnait une bonne idée de dans quoi il s'embarquait, et il a dit oui. Mais s'il avait pas été d'accord pour jouer dedans, ben le film se serait sûrement pas fait. Parce que pendant qu'il écrivait le scénario, Bong Joon-ho l'avait déjà en tête pour le rôle de Ki-taek. Tout comme Choi Woo-shik pour incarner le rôle de Ki-woo, qu'il a rencontré un peu plus tard sur le tournage d'Okja. Ou encore Lee Jung-gung pour incarner Moon-gwang, la gouvernante, qu'il a rencontré pendant la post-production d'Okja, parce qu'elle doublait... Okja. Le cochon. Si. Parce qu'en fait, 30% c'était elle, et 70% c'était un cochon néo-zélandais. Voilà, je parle plus du tout de Parasite là. Hein ? Je digresse totalement. Ok, nickel. Abonnez-vous. Pour le choix de Ki-jung, c'était un peu différent. Certes, Park So-dam qui l'incarne joue merveilleusement bien, mais surtout, facialement parlant, on dirait vraiment la sœur jumelle de Woo-shik. C'est assez hallucinant. Et d'ailleurs, la petite chanson qu'elle chante juste avant de rentrer chez les Park pour se rappeler des infos de Jessica, c'est Doctor Isarland. Une chanson hyper connue en Corée pour aider les enfants à retenir n'importe quoi de compliqué. Comme d'hab, je vous mets le lien en description si vous voulez l'écouter. Et il y a plein de petits détails comme ça qui sont hyper bien glissés dans le film. Genre l'expression compagnon de voyage qu'emploie Ki-taek dans la voiture, elle vient d'un chauffeur de taxi qu'ils ont rencontré pendant les recherches du film. Parce que oui, Bong Joon-ho a pas vraiment écrit le scénario tout seul. En réalité, il s'est entouré de 2 co-scénaristes. En l'occurrence, Han Jin-woon, qui faisait déjà partie de l'équipe de réalisation d'Okja, et qui pendant la post-production du film a rencontré un max de chauffeurs, de gouvernantes, de personnel de maison pour s'inspirer de leur vécu, et écrire à partir des 15 pages que Bong Joon-ho lui avait donné une autre version de scénario. C'est lui aussi qui a notamment trouvé l'expression le style de base Kia, qu'utilise la mère Park pour décrire les gribouillis de son fils par exemple. En revanche, le passage de l'autoportrait de Da-sung a été inventé par le deuxième co-scénariste Kim Dae-wan. Au final, il n'y a pas tant d'autres idées que ça qui ont été retenues dans la version finale. Bong Joon-ho s'est aussi inspiré de La Cérémonie, un film réalisé par Claude Chabrol, qui raconte, un peu comme Parasite, l'histoire de personnages qui s'immiscent dans une famille bourgeoise. Mais en tout cas, les deux familles, riches et pauvres, c'était prévu dès le départ. Que ce soit dans les prémices de ces notes en 2013 ou dans le synopsis. Tout correspond à la première moitié du film, comment les membres s'infiltrent, par quels moyens ils rentrent dans la maison. Et justement, la maison. Il y a quand même 60% du film qui se déroule dedans, donc ça peut être pas mal d'en parler. C'est LE lieu principal de l'histoire. On a un grand salon surmonté d'une grande baie vitrée qui donne sur la cuisine, avec un très beau volume, connecté à un escalier qui théoriquement donne sur les chambres en haut et au sous-sol en bas. Tout ça dans une géométrie parfaite qui rentre directement dans le récit de l'histoire. Comme vous l'imaginez bien, Bong Joon-ho fait un premier croquis de ce qu'il veut pour le rez-de-chaussée de la maison. Ah, et en théorie, c'est très bien, hein. Mais en pratique, son chef décorateur, Lee Ha-jun, il va lui expliquer que ça va pas être possible, hein. Tout simplement parce que ça ressemblait pas à un lieu réaliste. La maison devait être à la fois cinématique et vivable. Mais dans Parasite, les lignes ont une place hyper importante dans la mise en scène et la construction de l'image. Dans l'aménagement de l'espace, il y a des lignes à ne pas franchir qui rentrent directement dans le sens du récit et des plans. D'autant plus parce qu'il fallait que les personnages puissent s'espionner facilement. Quand le couple Park discute de la petite culotte, il fallait que Ki-jung puisse l'entendre de l'escalier incognito. La géométrie de la maison, et plus particulièrement de l'escalier, fait partie intégrante de l'histoire. Et d'ailleurs, pour le construire, celui-ci, ça a été tout un truc. Que je vous dresse un peu le tableau du décor. Le plateau faisait au total 991 mètres carrés. Avec le rez-de-chaussée, le deuxième étage qui en fait n'existe pas et n'est qu'un fond bleu vu de l'extérieur, désolé pour la désillusion, l'extérieur de la maison et le garde-manger souterrain. Derrière le garde-manger, il y avait un passage secret qui menait directement à la construction des décors, dont le fameux escalier interminable qui mène au sous-sol. Comme tout le décor de la maison, il a été construit à la verticale. Mais la petite particularité, c'est que Bong Joon-ho avait demandé à ce qu'il soit le plus raide et le plus étroit possible. Le truc était à la limite de devenir un mur d'escalade.
en sachant qu'il comptait tourner la séquence où Chun-Suk descend en courant à la Steadicam. Donc il fallait qu'il y ait aucune coupure pour que ça paraisse le plus fluide possible. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui descende avec la madame et qui porte une grosse caméra dans des escaliers bien trop perpendiculaires avec le sol. C'est dangereux! J'aimerais donc un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour Dong Jo-kim, un cadre Steadicam de qualité qui a survécu à ce plan, malgré le fait qu'il ait quelque peu douillé sa race. En même temps, l'une des inspirations de Bong Joon-ho pour l'escalier, c'était l'angle de vue à 45 degrés de Hitchcock dans Psychose. Donc c'est vrai que ça aide pas non plus. Dites-vous que pour lui rendre hommage, il a même intégré ses œuvres dans la bibliothèque des parcs. Bibliothèque qui a été faite sur mesure comme toute la déco et les accessoires et qui a coûté 3 reins. Bon, déjà, les meubles, les chaises, la table, tout a été fait par un charpentier de renom qui a un style très angulaire, si tant est que ça se dit. Donc ça aide pas niveau tarif. La table en bois de cerisier coûtait 19 800 $. La table à manger coûtait 22 300 $. La chaise pièce coûtait 2100 $ et la lampe coûtait 14 000 $. Donc apparemment Bong Joon-ho arrêtait pas de dire à l'équipe de faire super attention, même s'il comprenait pas pourquoi des choses aussi simples pouvaient coûter aussi cher. Mais le plus hallucinant, c'était la poubelle. Dans le film, la poubelle de la famille Park vaut 2300 $. Tout ça parce qu'elle fait pas de bruit et qu'elle s'ouvre doucement. Quand Bong Joon-ho a appris qu'une poubelle à ce prix-là existait, il s'est demandé quel genre d'idiot achèterait une poubelle aussi chère en sachant qu'elle sentirait toujours autant mauvais. Et justement, le seul truc qui franchit la ligne dont je vous parlais tout à l'heure entre les Park et les Kim, c'est l'odeur. L'odeur passant principalement par leurs habits. Et, petite parenthèse, si vous regardez attentivement les vêtements de Ki-woo, vous verrez qu'ils sont plus petits que sa taille. En fait, le costume designer a fait exprès de lui donner des affaires plus petites, parce que techniquement, il est pauvre. Donc il n'a pas les moyens de s'acheter des nouvelles affaires dès qu'il en a besoin. Fin de la parenthèse. Park le dit clairement quand la famille des Kim est cachée sous la table du salon, en forme d'escalier d'ailleurs. Anyway, even though he always seems about to cross the line, he never does cross it. That's good. I will give him credit. But that smell crosses the line. Et ça, on le voit directement dans la construction des plans. Il y a beaucoup de lignes dans la hiérarchie sociale à ne pas franchir, qui sont directement retranscrites dans l'architecture de la maison. Une ligne qui délimite aussi l'espace que prend le personnage dans le récit, que ce soit son degré d'importance ou sa position sociale. Et c'est assez drôle parce qu'à la base, Bong Joon-ho voulait juste montrer ce qu'est la culture coréenne à travers sa hiérarchie sociale très stricte. Mais après sa diffusion, il a très vite compris que toutes les nationalités pouvaient s'y identifier car nous vivons tous dans le même pays appelé le capitalisme. L'argent n'a pas d'odeur. Mais la pauvreté, oui. Autre chose qui sentait vraiment pendant le tournage, c'était l'entresol des Kim. Apparemment, même sur le plateau, il sentait bien le renfermer. Exactement comme à l'époque où le chef déco habitait dedans. Que de bons souvenirs. Oui, parce que pour le construire, il s'est inspiré de sa colocation quand il était étudiant et de son quartier quand il était à l'université. De manière générale, ils ont pris pas mal d'inspiration et ils ont tourné dans pas mal de quartiers coréens différents, qu'on peut retrouver tout le long de la descente du quartier des riches à l'entresol. Quand Ki-taek, Ki-woo et Ki-jung s'échappent par le garage, c'est le quartier de Sungbuk au nord de la Han River. Un arrondissement très huppé de Séoul. Ensuite, il y a un plan très long et large où ils prennent l'escalier pour passer le tunnel Jaemun. Après ça, on arrive à Wuhan vers Namsan, près de la Namsan Tower, toi-même tu sais si tu connais un petit peu Séoul, où on les voit courir et s'arrêter sous la pluie au niveau du pont de Wamdong. Donc techniquement parlant, ce trajet n'a aucun sens. Surtout quand on sait que le quartier des Kim a été inspiré par le district Bukhaeyeon à l'autre bout de la ville, où ils ont d'ailleurs fait de la récup pour créer le décor de la rue en studio. C'est fou de se dire que même des Coréens qui ont vu le film ont pas remarqué que les rues étaient faites de toutes pièces. En même temps, ils sont carrément allés prendre des éléments à Bukhaeyeon, qui est donc un district très pauvre en démolition, pour que ça soit le plus crédible possible. Des portes, des fenêtres, des câbles électriques, des panneaux de signalisation, tout en mode récup. Ou alors quand ça nécessitait plus de surface pour certains éléments, ils faisaient des moules en silicone, genre des briques. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que pendant qu'ils créaient les immeubles, ils s'amusaient à inventer des histoires pour chaque foyer. Dans l'un des immeubles, il y avait une grand-mère qui vivait en faisant la consigne, il y avait un vendeur de lait, il y avait un mec qui était au chômage et qui voulait devenir youtubeur. Des profils plutôt réalistes quelque part, autant que l'inondation du quartier qui a été réalisée en studio. Le set de tournage entier a été construit dans un réservoir d'eau géant. Et en Corée, il y a qu'un seul endroit où c'est faisable, c'est le Goyang Aqua Effects Studio, qui porte très bien son nom. Vraiment, on pourrait croire que la majorité du budget est passée dans la maison, mais en réalité, la séquence de l'inondation a coûté beaucoup plus cher. Que ce soit en ressources, en pré-production ou en effets spéciaux. Parce que oui, on dirait pas du tout, mais il y a beaucoup de fond bleu dans cette séquence. En plus de ça, une grosse partie de la préparation a consisté à réaliser des simulations 3D des positions de la caméra, à faire des réglages sur les niveaux de pression de l'eau par heure, à assurer la flottabilité du matériel, mais aussi l'électricité sur le plateau, tout en gardant un certain taux d'argile dans l'eau pour qu'elle ait pas l'air trop transparente et bien dégueulasse. Ils ont tourné pendant 3 jours en augmentant progressivement le niveau de l'eau à chaque fois. Donc ils ont shooté chaque scène à un niveau différent. Et quand ils ont inondé tout le set, c'est là où ils ont filmé en hauteur, quand on voit tout le quartier inondé au-dessus. Séquence qui était pas prévue à l'origine dans la storyboard, mais qui a été rendue possible grâce à la Skycam. C'est pas un drone, c'est une caméra qui est attachée à 4 câbles et qui peut faire le tour du plateau. Il n'y a pas eu d'incident particulier, le seul truc qu'il fallait bien calibrer et qui a mis un peu la pression, littéralement, c'était la puissance de l'eau quand Ki-jung s'assoit sur les toilettes qui débordent.
histoire que ça lui explose pas sous les fesses. D'ailleurs, vous noterez que la famille Kim est plus basse que les toilettes. Il faut quand même qu'il monte un escalier pour y accéder. Socialement, ça veut dire beaucoup, même si ça sera jamais pire que de vivre enterré dans un sous-sol. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce concept est arrivé très tard dans le scénario. Bong Joon-ho a passé 4 ans et demi sans cette partie de l'histoire. En août 2017, il part manger avec la famille de Kim Ro-ha, l'acteur de Memories of Murder. Et pendant le trajet, toute la structure de la deuxième partie lui est venue en tête. Peut-être qu'il a eu l'inspiration, grâce à la perspective de se régaler de ses nouilles préférées. Je suis navrée. C'est la seule transition que j'ai trouvée, mais en revanche, c'est vrai, les nouilles nogori sont ses préférées. Et c'est l'une des variétés utilisées dans la recette du ramdom, qui est la contraction de ramen et udon. C'est plus simple à prononcer qu'en coréen. Chapakuri. Chapakuri, chapakuri. Chapakuri, chapakuri. Oh, la honte, je suis partie 6 mois en Corée, je suis pas capable de dire ça quoi. Chapakuri. Chapakuri, chapaguri. C'est un mélange de 2 types de nouilles différentes. Les chapagetti avec une sauce sucrée là et des petits haricots noirs. C'est trop bon! Et les nogori, aux fruits de mer épicés. C'est un truc que tout le monde mange en Corée, mais le fait que Yongkyo ajoute du bœuf braisé par-dessus, ça ajoute vraiment une dimension premium au plat. Surtout quand tu sais qu'en dessous, Gunsei crève de faim et qu'il serait même pas en mesure de s'acheter les nouilles ou les gâteaux taïwanais qu'il amenait à sa perte. Ça aussi, c'est un petit détail, mais quand Gunsei parle du King Castella, ça en dit long sur la classe moyenne coréenne. Et je vois beaucoup de gens l'interpréter comme une divagation parce qu'il est fou, alors que pas du tout. La passion, histoire, c'est parti. En 1997, il y a eu une grosse crise financière en Asie. Avant, le schéma classique, c'était t'avais un emploi à vie dans une boîte, donc ils te payaient ton logement, les frais de scolarité de tes gosses, ta voiture, ta retraite, bref. Mais ce système-là, il a pas duré hyper longtemps et il a vite tourné à la catastrophe. Je vous la fais vraiment courte, mais après cette crise qui ressemble dans le fonctionnement à une crise des subprimes, beaucoup de gens perdaient leur emploi et se retrouvaient avec peu de ressources. Genre des indemnités de départ et basta quoi. Ok, là vous allez vous dire que je passe du coq à l'âne, mais le poulet frit les gars, c'est un vrai truc en Corée. Culturellement, c'est hyper ancré. Aujourd'hui, il y a plus de 20% des restaurants qui sont des franchises de poulet frit justement à cause de cette crise. Parce qu'à l'époque, ça nécessitait pas beaucoup de compétences et de capital pour en ouvrir un. Donc quand les gens se faisaient licencier, ils ouvraient un restaurant de poulet frit. À tel point que ça a saturé le marché jusqu'à peu près 2015. Le gouvernement coréen a essayé de réguler le truc, mais ça a plus mené à la faillite des plus petits qu'autre chose. Et la famille Kim a fait partie de cette vague qui a ouvert un restaurant et qui a dû le fermer à cause de la crise. C'est là où apparaît le lien qui les unit avec la famille du sous-sol. Plus particulièrement quand ils parlent des usuriers et des gâteaux taïwanais. Là c'est bon, vous vous dites que j'ai totalement déraillé. Après la vague des restaurants de poulet frit, il y a eu les gâteaux Castella, nommés comme King Castella. C'est une sorte de gâteau hyper léger qui ressemble à une éponge. En 2016, donc vraiment il y a 5 ans, c'est hyper récent, le Castella débarque en Corée. Ça semble être l'opportunité parfaite parce que ça coûte pas cher à faire, ça se revend bien et t'as pas à passer 15 heures devant une friteuse pour faire ta moula. Sauf qu'en un an, tout s'est écroulé. Déjà parce qu'il y avait beaucoup de montages financiers frauduleux pour la revente de ces commerces et que par-dessus le marché, vous l'avez c'est pas drôle parce que c'est des gens qui sont pauvres, mais vous l'avez. Et par-dessus le marché, une étude est venue dire que le gâteau était hyper mauvais pour la santé. Ce qui a ruiné des milliers de commerçants comme Gunsei et Moon-gwen qui se sont retrouvés endettés jusqu'au cou. L'architecture du sous-sol où il se trouve a d'ailleurs été inspirée d'une affaire de séquestration d'Autrichienne. Ouais, trop bien. Plus exactement l'affaire Joseph Fritzl. J'entrerai pas dans les détails pour des raisons de cauchemar de ma personne, mais c'était un père qui a séquestré sa fille dans un sous-sol pendant 24 ans. Ouais, trop bien. Et sous sa maison, il avait fait construire un bunker dont l'agencement des pièces c'est quasi identique à celui des parcs. Est-ce qu'on passerait pas un sujet avec un peu plus d'espoir? Oui, je vous en supplie, faisons ça. Un élément qui en donne un peu plus dans le film, c'est la pierre que Min offre à Ki-woo, et qui est directement inspirée de l'enfance de Bong Joon-ho. Quand il était petit, il partait avec son père chercher des roches naturelles dans les rivières. Chacun ses passe-temps, on ne juge pas ici. En coréen, on appelle ça des suseok. Et quand on t'en donne une, c'est plutôt symbole de chance et ça vaut beaucoup de sous. Par crainte que les spectateurs lui portent trop de symbolique, Bong Joon-ho a désamorcé le truc en le faisant dire à Ki-woo. Mais la pierre reste juste une pierre. C'est la valeur qu'on lui met dessus qui lui donne son importance. Ce que Ki-woo trouvait si métaphorique dedans, c'est ce qui finit par lui, spoiler, écraser la tête. À la fin du film, la chanson qu'on entend au crédit, A Glass of Soju, chantée justement par Ki-woo, parle aussi de ce symbole de réussite. Chanson qui en plus a été écrite par Bong Joon-ho en personne. Le gars ne s'arrête plus, où il dit qu'il travaille dur pour pouvoir s'acheter la maison et qu'il boit du soju pour oublier à quel point c'est long. Tu m'étonnes, surtout quand tu sais qu'il lui faudrait 540 années de travail pour pouvoir l'acheter comme il l'a promis à son père. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à t'apprendre sur Parasite, j'ai failli casser ma maison. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je suis trop contente de l'avoir faite même si elle était hyper compliquée parce que j'ai dû traduire des sources en coréen etc, mais c'était trop intéressant. Pour une fois je me suis adonnée à quelque chose de plus culturel que technique et j'en suis très contente, surtout que j'adore la culture coréenne. Ça m'a vraiment plu de fouiller dans une autre langue que l'anglais et le français, surtout que ça m'a ramené plein de souvenirs de mon échange en Corée quand j'étais à l'université, donc c'était assez cool. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux commenter, tu peux la partager à tes potes. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram, Twitch maintenant ou Twitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous, amour, été sur vous, prenez soin de vous, regardez des films et des séries. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!